En tout cas, le discours de dire si tu veux devenir pro paddle, il faut partir en Espagne, ça pour moi c'est une connerie. J'ai envie de croire que c'est un sport d'équipe, mais malheureusement la réalité c'est que pour le choix des partenaires, c'est très individualiste. J'avais une dernière question, est-ce que pour vous c'est plus rentable d'être joueur pro au paddle ou d'être prof de paddle? Prof de paddle? Ouais. On ne donnera pas de nom. Bienvenue sur Sport Talk. Aujourd'hui, on plonge dans un sport qui explose littéralement en France et dans le monde, le paddle. De Cyril Hanouna à Zinedine Zidane, en passant par Tony Parker, Robert Pires ou encore l'humoriste Jason Brokers, ils ont tous un point commun, une passion pour le paddle. Mais pourquoi un tel engouement? Est-ce une simple mode ou un sport avec un véritable avenir? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux figures incontournables du paddle en France. Léa Godalier, multiple championne de France, membre du circuit professionnel international, top 50 mondial, et Bastien Blanquet, le français le plus titré, avec 6 titres de champion de France. Qu'est-ce qui rend ce sport si addictif? Quel est le quotidien d'un joueur pro? Aura-t-il un jour sa place aux Jeux Olympiques? Mais surtout, peut-on vivre aujourd'hui du paddle? C'est parti pour un nouvel épisode de Sport Talk. Ici, à Paddle Garona, on se rejoint tout de suite avec nos invités. Léa, Bastien, bonjour. 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 Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Comment vous allez en ce moment? Bien, moi ça va, le début de saison est plutôt bon. On en parlait un peu avant, pour Léa un peu plus galère, mais pour moi ça il va. est un peu plus compliqué, mais on s'accroche. Alors la première question, elle est assez simple. Je vais vous demander un peu de raconter votre vie rapidement. Comment vous êtes arrivé au paddle? Moi j'ai commencé à Blagnac, qui avait des terrains depuis une vingtaine d'années à côté de Toulouse, et j'ai joué, je connaissais le sport depuis très longtemps parce qu'il y avait des terrains. Et après, j'ai joué en famille un dimanche à l'âge de 14 ans au complexe de Naudin, un club associatif qui s'appelait Paddle Plus, avec encore écrit PA2DLE. Et j'ai commencé à jouer là en famille un dimanche, ça a commencé à me plaire, je me suis inscrit à l'assaut. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des compétitions dans mon club, au niveau régional, national, etc. Et après mes études, après mon bac pour mon BTS, je suis parti en Espagne. D'accord. Et donc en fait, ça fait, là j'ai 30 ans dans quelques jours, ça va faire 16 ans que je joue au paddle, quoi. Ok, quand même, ça fait longtemps. Ça fait super longtemps. Ouais. J'ai été un des premiers, on était pas beaucoup, c'était un peu développé sur Toulouse, il y avait quelques terrains à Toulouse en tout cas. Et il y avait des terrains sur Aix, Marseille, Nice un petit peu, mais pas plus que ça, quoi. On était vraiment un sport ultra niche. Il y avait, je pense, une centaine de joueurs, il doit y avoir 10-20 terrains en France, quoi. Et c'est comme ça que moi l'histoire a commencé. Très bien. Et toi Léa, comment ça se passe ton arrivée au paddle? Moi, j'ai joué longtemps au tennis, Ok. entre 12 et 13 ans. Et j'ai découvert le paddle à Bordeaux lors de mes études. J'étais en STAPS en 3e année. Et je vois les gens jouer, ça m'attire, j'y vais et tout, mais je comprends rien. Je suis nulle de chez nulle. Et en fait, j'arrête. Je dis à mes potes, écoute, j'accroche pas. Et eux continuent. Et puis, je sais pas, les mois passent et je les vois progresser, je les vois gagner des tournois. Et là, je me dis, c'est pas possible. Je peux pas laisser passer ça, je peux pas les laisser gagner des tournois. Donc, j'y repars. Et en fait, une fois qu'on m'a un petit peu appris les bases, je me prends au jeu et ça y est, l'addiction. Et après, vous avez la carrière que vous avez quand même, avec plusieurs titres de champion de France, etc. Donc, c'est la naissance d'un beau parcours déjà. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce sport par rapport à ce que vous avez pu faire à côté? Quel côté vous a vraiment attiré, vous a vraiment plu? Moi, j'ai pas fait de tennis, donc j'ai pas, comme Léa, ce parcours un peu tennis après qu'il vient dans le paddle. J'ai fait du foot, un peu ce mélange de sport individuel et sport co comme le foot, ça m'a rappelé un peu ce sport fun, c'est ultra ludique, c'est facile d'accès. Ça vient reprendre un peu tous les coups du tennis, tu vois, dans une sorte un peu de cage avec des vitres et des grilles. Donc c'est vraiment un sport vraiment ludique, c'est fun, c'est assez spectaculaire. Ouais. Et toutes ces petites choses-là, en fait, on tombe vite amoureux de ce sport et c'est un sport ultra addictif. Dès qu'on joue une fois, on a envie de jouer tout le temps et dès qu'on sort du terrain, on a envie d'y revenir. Donc c'est un peu dangereux même pour ça. Ouais. Donc pour toutes ces choses-là, moi j'ai continué à jouer tout le temps, d'abord 1 à 2 fois par semaine et après en faire mon métier, quoi. Très bien, on va en revenir au fait d'en faire un métier. On va voir si on peut en vivre aujourd'hui du paddle. Toi Léa, qu'est-ce qui t'a vraiment attiré? Parce que du coup tu as fait d'autres sports. Qu'est-ce qui t'a vraiment plu dans celui-ci et tu t'es dit ouais c'est bon, là j'en fais mon métier? Le fait d'être à 2 sur le terrain. Okay. Je voyageais toute seule pour les tournois, pour parfois gagner rien du tout. Et le fait de me retrouver avec une personne à côté de moi et de m'amuser en fait. Ouais. Je retrouvais un peu ce plaisir du jeu que j'avais perdu dans le tennis. Et c'est ce qui m'a attiré de suite.
Très clairement, vous avez le mot on joue au padel. Moi qui viens de la natation, on joue pas à la natation. Hein. On a cesse de le répéter, mais on joue pas, franchement. Et ce côté ludique du padel, de jouer avec une paire, de vraiment se combiner, etc. Moi, je trouvais ça très intéressant et c'est peut-être aussi pour ça que je m'y suis un peu mis après ma carrière de nageur. On sait que le padel, ça grandit vite, hein, de plus en plus. On sait qu'il y a de plus en plus de personnes qui pratiquent, mais on connaît encore peu la vie d'un joueur professionnel, vraiment. Il y a beaucoup d'amateurs, des gens qui jouent quelques tournois, etc. Vous êtes vraiment pro. Ça ressemble à quoi une saison pour vous ? Une saison, une semaine, une journée d'entraînement, ça ressemble à quoi ? Vous avez beaucoup d'entraînement, pas beaucoup, combien par semaine ? Dites-moi tout. Vas-y, Léa. Je pense qu'on va avoir des semaines différentes parce que j'ai un enfant, donc je pense que je m'entraîne un tout petit peu moins. Je vais tout condenser en fait sur une matinée. On habite à Auch, donc à 1 heure de Colomiers. Et on part à 6 heures du matin pour que je puisse m'entraîner de 7 heures à 10 heures. Et après, je m'occupe de mon fils. D'accord. Donc ça se condense sur 3 heures où je fais physique, padel, j'enchaîne tout. Ok. Et parfois, quand j'ai le temps et quand la nounou est là, surtout, je m'entraîne, je fais une partie l'après-midi, une partie d'entraînement. Ok. Et ça, c'est une semaine type, une journée type dans une semaine, en début de semaine surtout, parce qu'enfin, on part en tournoi à partir du jeudi. Et sinon, à l'année, franchement, si on veut, on pourrait jouer toutes les semaines des tournois. Il y a des tournois vraiment tout le temps. Et c'est ce qu'on disait là juste avant de commencer le podcast. On a cette chance-là de pouvoir choisir même quel tournoi on joue. Il y a 2 circuits. Il y a le premier padel, où ce sont les tournois principaux, vraiment les plus gros, et le circuit FIP, où il y a plusieurs catégories. D'ailleurs, on part sur un tournoi avec Bastien la semaine prochaine. Et ouais, voilà, en fait, c'est du padel tous les jours, quoi. C'est vraiment un métier à part entière. C'est du quotidien. Et donc du coup, vous avez quand même des séances de padel, vraiment, où vous êtes sur le terrain, vous jouez. Vous avez des séances aussi de physique, comme ça vous allez l'appeler. Ouais. Donc du coup, ça consiste en quoi les séances de physique à peu près ? C'est des abdos, du gainage ou du cardio, quelque chose comme ça ? Ouais, je pense qu'il y a un mélange de tout. Après, on a une préparation aussi pareille. Je pense que c'est différent à chacun. Vu que j'ai eu un enfant, il y a tout ce qui est renfo, chaîne abdos et tout. Et beaucoup sur l'explosivité, la rapidité, la vitesse de déplacement sur le terrain. Vous faites pas des footings des fois, de temps en temps, une fois par semaine ? Non, pas trop, non. Moi, je suis pas trop fan. Pas super donc, fan. Non, ça franchement, peut arriver de temps en temps en vacances, mais... Ouais, en c'est- vacances, vraiment pour se dire, bon, vas-y, je vais faire un truc, je vais aller courir un Mm. peu. Mais non, c'est pas footing. Je trouve que pour notre activité, en tout cas, c'est pas franchement quelque chose qu'on fait souvent. Et toi, Bastien, du coup, ton quotidien, ça ressemble à peu près à celui de Léa ? Ça ressemble un petit peu Avec des différent. horaires différents. Avec des horaires un peu différentes. Des mots Déjà, matinales. Je suis un peu moins matinal. Je commence moi le padel à 10h. Ok. En fait, il y a surtout une différence entre janvier et février quand on est en pré-saison, par exemple, et de mars à décembre quand on est en saison vraiment à fond avec les tournois. En janvier-février, moi, ça va être un physique tôt le matin, souvent. D'accord. Ça peut être à 7h, 8h ou 9h du matin. Après, je vais enchaîner le paddle et je vais refaire un physique l'après-midi. Ok. Donc, pour remonter la charge de travail. Et sinon, dans la saison vraiment tournoi pur, ça va être 10h midi paddle, 2 heures de paddle et l'après-midi physique. Après, j'enchaîne les soins chez le kiné tous les jours. Ouais, ça aussi, c'est important. Et après, si j'ai le temps ou en fonction des compètes, je peux faire une partie d'entraînement le soir ou me rajouter un physique, j'ai envie le matin de temps en temps. Mais voilà, en gros, c'est de 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi entre physique et soins chez le kiné aussi. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes parmi les meilleurs Français ? Qu'est-ce qui a fait ? C'est parce que vous êtes régulier dans ce que vous faites ? Parce que vous avez fait longtemps que vous pratiquez ? Parce que techniquement vous êtes au-dessus ? Qu'est-ce qui fait la différence entre un joueur lambda qui joue depuis 4-5 ans et vous qui êtes les meilleurs Français ? Moi, si je prends mon exemple, c'est que moi, je viens pas du tennis, donc déjà la petite base, c'est que j'ai pas les mauvais réflexes, on va dire, du tennis qui peuvent être compliqués. Enfin, on le voit bien avec des joueuses comme Léa et tout qui sont dans les top mondiales, que même en faisant du tennis, ça gêne pas et c'est même un atout, mais il faut quand même faire un petit travail sur ça. L'avantage que moi j'ai eu, c'est que j'ai eu l'opportunité de partir à Madrid en Espagne en 2017 pendant 5 ans. Donc, en plus de découvrir le sport un petit peu avant tout le monde et j'avais des facilités un petit peu dans ce sport, j'ai pu partir à Madrid. J'ai fait 5 ans là-bas, je me suis entraîné avec les meilleurs mondiaux, avec les meilleurs coachs, donc j'ai vraiment appris au cœur vraiment à la mecque du paddle, j'ai pu tout apprendre. Et maintenant, je suis basé à Toulouse, donc les petites choses qu'on fait, c'est que j'ai découvert avant, c'est que je suis parti en Espagne, c'est que je me suis bien entouré aussi, j'ai été pro de suite, je travaille beaucoup, j'ai pas de blessures parce que je m'entraîne bien. Donc ces petites choses-là, ça fait la différence sur du long terme en tout cas. Ok, et toi Léa, comment ça s'est fait ton ascension au niveau national ? C'est un peu similaire à Bast. L'unique différence, c'est que j'ai eu la chance sur Bordeaux de connaître un joueur espagnol qui s'appelle Rolre de Benito.
qui était sur Bordeaux pour ses études. Et en fait, quand il m'a vu jouer, il m'a proposé de m'entraîner une D'accord. année. Et évidemment, j'ai dit oui parce que j'étais déjà accro. Et il m'a appris en fait toutes les bases. Vraiment de défense. Il m'a enlevé toute cette technique tennis que j'avais, qui n'était pas forcément bonne pour le padel. Et il m'a fait défendre des heures et des heures et des heures et des heures. Et je pense que j'ai pris de l'avance sur ça un petit peu, ou en tout cas, j'ai eu moins de retard en me lançant après sur le circuit international. Et après cette période-là à Bordeaux avec Rollerey, je suis partie à Madrid. Il m'a dit, j'ai fini mes études, si tu veux, tu viens à Madrid et on continue l'aventure en se lançant sur le circuit international et on voit ce que ça donne. Et j'ai dit oui parce que en fait, tout s'y prêtait, je venais de finir mes études et puis j'étais accro, quoi. Donc je voulais en apprendre plus et je voulais voir là-bas comment ça se jouait, même les tournois et tout, le niveau qu'il y avait. Et voilà, et ça a pris comme ça petit à petit. Je me suis entraînée avec des joueuses fortes. J'étais en fait vraiment en plein dans le milieu du padel international. Et je pense que c'est ce qui m'a aidée aussi. J'ai fait 1 an et demi, 2 ans. Et après, je suis partie à Malaga, où j'ai continué aussi à jouer au padel. Et du coup, j'ai pris une autre expérience d'un autre entraîneur. Et après, je suis revenue en fait... La maison nous a rappelé, je pense, avec Bastien. Et on arrive en fait avec cette expérience-là qu'on a vécue en Espagne à bien s'entraîner, je pense, ici en France. Du coup, les Espagnols, ils sont un peu en avance sur nous. Beaucoup, peut-être. Pas un peu, énormément. Ils ont Beaucoup des années en avance. Ouais. Alors forcément, on va les rattraper au bout d'un certain temps, j'espère. Est-ce que pour vous, aujourd'hui encore, c'est un passage obligé de partir en Espagne quand on débute, quand on est au début de sa carrière, quand on a envie de progresser? C'est un gros débat en France, c'est un sujet où on pourra en parler, je pense, pendant des heures. Moi, mon point de vue, c'est que si tu as l'opportunité, si tu en as envie, autant le faire. Ok. Aujourd'hui, on voit par contre qu'il y a des académies en France, comme à Toulouse, comme à Bordeaux, comme à Lyon, comme sur Paris ou d'autres villes, je vais en oublier, qu'il y a des académies, il commence à avoir des coachs qui ont des connaissances pour apporter des choses à des joueurs, à des jeunes. Aujourd'hui, un jeune de partir en Espagne, tu parles pas la langue, financièrement, il faut être solide, émotionnellement, il faut être stable et tu connais aussi par le sport de haut niveau, c'est quand même compliqué de partir dans un autre pays. Ouais. Moi, quand je suis parti avec Joan Bergeron, mon partenaire en Espagne. Il y avait une excitation qui était folle parce que le projet était nouveau. Je suis parti à Madrid, c'était 1 heure d'avion de Toulouse ou 7 heures en voiture. On était bien entourés parce qu'il y avait une marque derrière qui nous a mis à disposition un coach. On a pu trouver un appartement parce que moi j'avais des contacts sur Madrid et tout. Donc on avait quand même un certain contexte où c'était un petit peu plus facile pour nous. Mais c'est pas facile quand tu parles pas la langue, quand t'as pas d'amis là-bas, t'as pas de potes. Pour rentrer dans un pays, quand tu parles pas la langue, se faire vraiment des nouveaux amis, sortir et tout, c'est pas facile. Et t'es pas là-bas non plus pour aller faire du tourisme et sortir en boîte et tout. Donc franchement, c'est pas facile. Si les jeunes ont l'opportunité ou des gens ont l'opportunité, je pense que c'est bien parce que c'est quand même la mecque du paddle et que il faut aller là-bas, voir un peu ce qui se passe et tout. Mais c'est pas une obligation. En tout cas, le discours de dire si tu veux devenir pro paddle, il faut partir en Espagne, ça pour moi c'est une connerie. Okay. Il n'y a plus d'actualité, je pense. Plus d'actualité. Et quand on a le bon exemple avec Léa et moi qui sommes aujourd'hui rentrés en France. Moi, mon coach a les compétences pour m'entraîner. Léa aussi s'entraîne avec son coach, a les compétences. Il y a des personnes qui ont les bonnes compétences. Donc il faut trouver un juste milieu. Et je pense que c'est un bon équilibre à trouver pour chaque sportif est différent. Donc chacun doit faire ce qu'il veut et ce qu'il a besoin et ce qu'il a envie. Moi, le projet hybride, j'y crois pas mal. Si demain j'ai un enfant qui veut faire ça, peut-être un projet hybride de lui dire d'y aller pendant les vacances ou lui dire d'aller quelques semaines dans l'année ou quelques mois, mais d'avoir un attachement un petit peu à Toulouse ou dans une autre ville en France pour avoir son prépa physique en France, pour avoir son kiné, pour avoir vraiment une structure en France qui te suit, parce qu'il y a une grosse barrière de langue qui est compliquée et des méthodes différentes de travail qui sont différentes. Par contre, aller chercher vraiment du pur paddle, aller chercher du rythme, aller chercher les connaissances sur les entraînements, franchement, ce serait très cohérent. C'est même enrichissant, je pense, de prendre des deux côtés, des deux cultures qui sont totalement différentes. Et je pense que l'hybride, c'est une bonne solution. En tout cas, nous, ça nous dérange pas. Et en plus, je continue juste, on l'a vu sur Timéo et Johan qui étaient dans l'académie Inox à Barcelone depuis quelques mois, qui sont les deux jeunes qui ont 17 ans et 18 ans, les deux jeunes pépites français masculins. Ils sont partis à l'Académie Inox, ils sont d'abord entraînés sur Perpignan, après Académie Inox sur Barcelone, pendant 1 an je pense, quelque chose comme ça. Et ils sont rentrés en fait il y a quelques mois sur Palavas, parce qu'il y a une académie qui se monte à Palavas. Et parce qu'en Espagne, ça se passait pas super bien. C'est une académie où tu as un lieu en fait où tu peux dormir là-bas, tu manges là-bas. Mais on voit que voilà, pour s'adapter, c'est compliqué. C'est le petit français qui arrive, donc pour le cours, tu vas peut-être pas être mis en priorité de suite. Donc il faut faire sa place, donc c'est pas facile. C'est deux joueurs qui sont timides, qui sont ultra talentueux et qui, je pense, vont aller loin, mais qui sont quand même timides. Donc on a vu qu'ils sont rentrés. Donc on a l'exemple type de joueurs qui sont partis et qui sont revenus au final. Après, les choses évoluent. Peut-être que ce que vous avez vécu, vous, c'est peut-être un peu plus d'actualité. Exactement. Ça change, ça évolue. On voit que le paddle en France, ça prend une proportion. Donc ça aussi, ça aide
à plein de choses, ça crée une économie, il y a plus de coachs, des gens qui se forment, donc c'est super intéressant. On parle de l'Espagne, mais on va aussi aborder le sujet de l'international. Moi je prends l'exemple de la natation. Pour se qualifier au niveau international, on devait passer par les championnats de France et par l'équipe de France. Vous avez quand même cette facilité, entre guillemets, de pouvoir y aller en votre nom et de choisir un peu vos tournois. Ouais. Du coup, comment ça se passe pour accéder à ce circuit international? Moi, c'est allé assez vite parce que quand je suis arrivée, il n'y avait pas encore énormément de joueuses, pas autant qu'aujourd'hui en tout cas. J'ai joué mes premiers tournois avec des Françaises, avec Mélissa Martin, ensuite avec Laura Clerc, et on a de suite gagné beaucoup de matchs. On a réussi à se qualifier énormément de fois sur les 2 premières années, et en fait les points ont été pris et j'ai fait ma place. Je me suis fait ma place comme ça en fait. Maintenant, on a ce circuit à côté du FIP qui nous permet de gagner aussi des points. Mais avant, je crois pas qu'on en avait. Non, avant c'était le Roi Padel Tour, c'était l'ancien circuit. Il y avait que ça avant en que fait. ça soit racheté par Premier Padel et que la Fédération internationale Padel mette un circuit en place qu'on appelle le circuit FIP. Donc moi, comme Léa, en fait, j'ai joué avec Joanne Bergeron, mon premier partenaire, quelques Roi Padel Tour, mais comme il y avait encore peu de joueurs dans le monde, on pouvait rentrer dans les tournois même avec 0 points. Et en fait, les premières semaines, on a pareil avec Joanne, on a pris 5, 10, 15 points, ce qui nous a assuré quelques points pour rentrer dans tous les tournois la première année. Et après, quand il y a la bascule au Roi Padel Tour, premier paddle, il y a 3 ans, en fait, ils ont juste fait... Ils ont fait des équivalences. Ils ont fait une équivalence et en fait, aujourd'hui, on a des points pour entrer sur tous les tournois. Mais en fait, il faut que les joueurs... tu peux t'inscrire au tournoi, tu peux demander des wildcards aussi, des invitations sur les tournois. Tu t'inscris et même si tu as 0 points aujourd'hui, tu peux aller faire un FIP, je vais prendre des catégories basses, un FIP bronze ou quelque chose comme ça assez loin, malheureusement. Mais tu peux rentrer en qualif avec 0 points. Et si tu gagnes des matchs, tu vas rentrer en tableau, tu vas prendre ton premier point international, deuxième point, etc. Et au fur et à mesure, tu peux rentrer dans d'autres tournois et jusqu'à arriver le Graal absolu aujourd'hui, c'est premier paddle et les majors qu'il y a, et les P1 et les P2. Mais je pense que c'est comme ça dans tous les sports. Enfin, nous, c'est un peu différent parce qu'en fait, il faut juste rentrer au championnat de France N1, c'est le plus haut niveau au championnat de France. Donc, tu peux passer par les N2, etc. À ce championnat de France, tu dois réussir à rentrer en finale. Au final, sur chaque épreuve, on a 8 personnes qui rentrent en finale. Pour les sélections, au championnat d'Europe, on a 4 places. Donc, du coup, les 4 meilleurs, s'ils ont fait le temps, il y a un temps de qualif aussi, ils partent en équipe de France pour le championnat d'Europe. Championnat du monde et Jeux Olympiques, il y a 2 places. Donc du coup, tu dois rentrer dans les deux. Après, c'est hyper réduit quand même. Pour le coup, nous, la chance qu'on a, c'est que demain, tu peux avoir 100 joueurs pros qui peuvent faire les Français, qui peuvent faire les tournois. Et justement, là, on voit, c'est qu'il y a plein de joueurs et de joueuses, même des semi-pros, qui vont faire des FIP, des joueuses ou des joueurs qui voyagent peu, mais de temps en temps se disent, tiens, il y a un FIP bronze, j'ai 10 points à Londres, je vais le faire. Nous, on a une masse de joueurs qui peut vraiment bouger que vous. C'est vrai que lors des qualifs et tout, on le voit bien au championnat du monde ou au JO quand ça fait du bruit, c'est qu'il n'y a que 2-3 places et c'est ultra restreint. Quoi. Mais bien sûr. En fait, quand on voit Léon Marchand qui en prend une déjà d'avance. C'est clair que tu peux vite tomber sur une génération qui est dure. Voilà. Et en fait, tu as des gens qui étaient super talentueux mais qui sont tombés sur une génération de gens et en fait, au final, tu te retrouves un peu, tu empathies un peu. Après, il y a toujours ce phénomène de relais. Donc, du coup, sur les relais, il y a 4 à 6 places parce qu'il y a les remplaçants. Donc, ça crée aussi quelque chose. C'est assez intéressant parce qu'effectivement, nous, pour participer au championnat, que ce soit d'Europe, du monde ou les Jeux Olympiques, on doit forcément rentrer dans cette case un peu de la fédération, donc du coup l'équipe de France. Vous êtes quand même un peu plus... vous faites libre. Un peu... On est un peu plus libre, après on a des contrats avec la Fédé et on a quand même des obligations avec eux. Et nous en fait c'est comme un sélectionneur, c'est comme Didier Deschamps au foot ou Galtier au rugby, c'est qu'il nous appelle, il nous dit je te veux pour cette compète. Mais tu peux être pro et ne pas être appelé, et tu peux être semi-pro et être appelé ou être amateur et être appelé en fait. Vous êtes un peu décorrélé de cet aspect fédération quand même. On ne dépend pas forcément d'eux pour jouer un tournoi. En fait. On peut aller jouer n'importe quel tournoi sans forcément faire partie des meilleurs ou de l'équipe de France. Ce qui donne aussi autre chose, c'est que du coup, on va revenir après, mais c'est qu'au niveau financier, vous êtes aussi un peu livré à vous-même dans le sens où c'est vous qui vous financez vos déplacements, c'est vous qui devez un peu gérer tout ça, aller chercher vos partenaires. Quand nous on est en équipe de France, généralement tu sais que là c'est free, tout est pris en charge, il n'y a pas de soucis. Nous c'est différent. Nous ça équivaut aux sélections en fait. Ça, les championnats, dès qu'on est en équipe de France, on sait que pour cette compétition-là, on a tout qui est pris en charge. Mais sinon, pour le reste de l'année, c'est... c'est vrai que vous avez 2 aspects, l'aspect équipe, donc du coup vous rentrez en équipe de France et là du coup vous rentrez plus dans la catégorie que moi j'ai connue en natation. Et après vous avez quand même quelque chose en individuel. On va y revenir après sur l'aspect un peu financier, mais juste avant d'enchaîner, Clémence Vira, qui est une beacheuse olympique que j'avais au micro, elle me disait que pour elle, le beach volley, qui est comme vous, un sport qui se joue en 2 contre 2. Je lui ai demandé si c'était un sport individuel ou collectif, et elle m'a répondu un peu entre les deux. On dit souvent que le beach volley c'est un sport d'équipe, mais c'est un peu un sport individuel en collaboration. Est-ce que vous voyez ça comme ça, ou est-ce que vous avez une autre façon de le tourner ? Je pense qu'on a
envie de voir que c'est un sport d'équipe. Et moi, je crois que j'ai envie de croire que c'est un sport d'équipe. Mais malheureusement, la réalité, c'est que depuis, ça fait 8 ans que je suis pro maintenant. Tu vois que pour le choix des partenaires, c'est très individualiste. Pour le choix de tes partenaires de jeu, je parle. Hein. Oui, bien sûr. Ton choix de tes sponsors et partenaires, c'est très individualiste aussi. Donc au final, ta carrière est tout seul, mais tu joues à deux. Donc la réalité, c'est qu'il faut s'adapter au système qui est très compliqué. Et moi, j'ai voulu croire pendant des années que c'était un sport d'équipe et de construire un projet sur le long terme, c'était intéressant. Et au final, tu joues 3 ans avec l'un, après ça s'arrête, tu vas jouer avec un autre. Tu as signé un sponsor avec cette marque et dans 2 ans, tu vas signer un autre truc. Tu n'as pas ton coéquipier qui est avec les mêmes équipementiers. Tu n'as pas les mêmes couleurs de t-shirt quand tu joues. Tu as tout qui est différent. Il faut s'adapter au système, mais c'est un sport individuel qui se joue à deux. Je pense. Totalement d'accord. Et encore, quand il a dit 3 ans, c'est vraiment... Ouais, 3 ans, c'est des beaux projets. C'est un projet énorme dans le padel à l'heure actuelle. Mais je suis totalement d'accord. Parce qu'en plus, tu gagnes tes points... Individuels en plus. Individuels. Ok. En fait, tu joues avec quelqu'un, mais si jamais tu te sépares de la personne, sur le tournoi d'après, tu gagnes tes points pour ta pomme, quoi. Ok. Ouais, le ranking individuel en fait. Là, par exemple, moi je prends exemple, la semaine dernière, j'ai joué avec Arthur Hugonen, qui est pas mon partenaire, je joue avec Johan Bergeron sur l'international. Johan avait un impératif perso depuis des mois, m'avait prévenu, donc j'ai joué avec Arthur Hugonen. Mais mes points, donc je vais prendre plus de points que Johan au classement en fait. Alors c'est minime, ça va être 15 points, mais du tu coup, vois, il risque d'y avoir une différence dans le ranking, quoi. Voilà, exactement. Ok. Mais en fait, c'est assez complexe en fait le choix de vos partenaires. C'est une galère un peu quand même, non ? C'est galère, ouais. Parce qu'il faut choisir un partenaire déjà droite ou gauche, en fonction d'où on joue. Un partenaire avec qui potentiellement tu t'entends un peu bien quand même, pour pas se taper à l'hôtel. C'est mieux quand même. Et un partenaire avec qui tu peux t'entraîner aussi. Et surtout, les points, c'est qu'en fait, tu peux pas choisir un partenaire qui est trop bas au ranking parce que sinon, soit tu vas pas rentrer dans les tournois, ou soit tu vas être mal positionné. Donc le but, aujourd'hui, là, est dans le top 50 mondial. Moi, j'espère me rapprocher du top 100. Je suis 110 cette semaine. Donc tu es obligé de choisir des partenaires autour de ton classement pour... ou mieux, quand c'est mieux, c'est top, hein, mais quand c'est trop bas, si tu es mal placé, malheureusement, c'est compliqué. C'est la grosse complexité en fait de notre discipline, je trouve. C'est le partenaire, quoi, ou la partenaire. Est-ce que ça arrive parfois dans l'histoire ou au niveau international, au niveau mondial, d'avoir des paires qui restent vraiment très très longtemps et qui sont quasiment indissociables, ou vraiment ça change ? Celle qui gagne toujours. Ceux qui gagnent souvent, ils se séparent peu. Ouais. On voit les deux qui ont montré ça, c'est Belasteguin et Fernando Belasteguin et Juan Martinez qui ont été numéro 1 mondiaux pendant 15 ans. Ils ont joué ensemble, je sais pas, 12-13 ans. Un truc comme ça. 13 ans, je crois. Ouais. Là, on voit Coelho Tapia qui jouent ensemble depuis 2-3 ans. Galan Lebron avant, on joue ensemble 4-5 ans, mais ils se sont séparés pour de l'extra sportif. Pour du sportif, mais par le comportement que ça allait plus entre eux. Ouais, j'imagine bien. Malheureusement. Donc il y a des projets, Harry et Paola aussi, qui quand même durent depuis, chez les femmes qui durent depuis longtemps. Mais on voit qu'il y a quand même le jeu des chaises musicales assez souvent dans les saisons. Souvent, t'en as un en janvier-février. T'en as un autre là en ce moment. Ça bouge beaucoup. T'en auras un autre en septembre. Et un autre pour terminer la saison en novembre parce que tout le monde est sur les rotules. Donc t'en as souvent 3-4 dans l'année. Et ça change beaucoup, mais t'as des paires quand même. On a des exemples des paires quand même qui arrivent à durer, et heureusement quand même. Ouais, c'est cool quand même d'avoir ce genre d'histoire-là. On va parler un peu d'argent. Alors d'aventure, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez botter en touche. Si, ça va. Pour vous, quelles sont vos sources de revenus ? Est-ce que c'est beaucoup vos sponsors, un peu les tournois ? Est-ce que c'est l'inverse ? 90% sponsors, 10% prize money des tournois. Ok. Ouais, pareil. Je pense même moi un peu moins de price money parce que je suis moins bien classé qu'elle, mais 90-95%. Mais même les jeux, au final, même les meilleurs mondiaux, ça doit être peut-être le ratio se baisse un peu, mais ça doit être 80-20 pour. On n'en est pas loin, je pense. Ouais. Pourtant, quand même, au tournoi, il y a quand même des prize money qui peuvent être intéressants. Alors, ça peut aller jusqu'à proche de 50 000, etc. Ouais, quand tu gagnes un major aujourd'hui, c'est 50 000 € par joueur. Il faut aller gagner le major, mais. Exactement. Mais on voit que le premier tour de tableau, c'est de major, ça doit être 1000, 2000 €, je pense. Ouais. C'est 1000, 1000 chez les filles en tout cas, je crois. Ouais. Okay. Mais aujourd'hui, on est obligé, nous, joueurs, d'avoir des sponsors. Moi, je pense comme Léa, moi j'ai une agence de régie commerciale qui m'aide, Benoît Trey qui est mon agent. J'ai dû me structurer d'avoir un manager, d'avoir un agent. Moi, j'ai un club entreprise à mon nom qui se développe bien. J'ai ouvert hier un deuxième créneau. J'ai des partenaires majeurs. Je fais des team building, en fait, tu es obligé de te démerder. Il faut se démerder, hein. Je vais parler un peu grossièrement, mais il faut se débrouiller pour trouver un budget à l'année et vivre de ça. Et moi, aujourd'hui, j'ai la chance, avec mes titres de champion de France et mon classement et l'équipe de France, de pouvoir le faire et le faire bien. Et je prends beaucoup de plaisir à le faire en plus. Donc c'est cool. Mais je pense que dans des années, le ratio va s'équilibrer un peu. Peut-être ça sera 50% avec les droits TV et les price money, 50% de sponsoring. Ouais. Peut-être.
Enfin, en tout cas, il faudrait que ça arrive à ça. Quand même. Oui, ce serait bien. Parce que là, 90, 10, ça fait beaucoup. Donc en de fait, vous êtes un peu par-sponsor. tributaire aussi de vos partenaires et donc du coup, il faut quand même aller jouer ce jeu-là et faire en sorte de... mais Léa, toi aussi, c'est la même chose. Combien tu as de partenaires justement? C'est une bonne question. 10, 12, je dirais. Quand même, ça fait beaucoup de partenaires. Et Ouais. aussi, il y a aussi quand même ce jeu des obligations par rapport à ces partenaires-là. Il faut quand même leur rendre ce qu'ils te donnent un peu. Surtout que moi, j'ai quand même une difficulté, c'est que la plupart de mes partenaires viennent de Tahiti. Donc autant te dire que pour aller là-bas, il faut trouver le moment dans l'année. Là, cette semaine d'ailleurs, j'étais censée y aller finalement. On a reporté à plus tard. Ils sont quand même assez souples quand même. Ouais. Ouais. Bah, en fait, ils savent que le plus important, c'est ce qui se passe. Heureusement pour elle, parce que Parce que s'il fallait que j'y aille 10 fois par an, là, ce serait dur. Ouais. Sinon, j'en ai aussi qui sont en France, sur Toulouse, sur Biarritz, parce que j'ai grandi à Biarritz et c'est mon papa qui s'occupe de mes sponsors. Ça a été son métier durant toute sa vie. C'est cool. Ouais, donc j'ai eu cette chance-là. Et dans le tennis aussi, c'était lui qui s'en occupait. On a des obligations avec les sponsors. Moi, je pense que je fais moins d'actions que Bast. D'ailleurs, je te l'ai jamais dit, mais je trouve que c'est incroyable ce que tu fais. gentil, Parce que merci. des fois, il rentre la veille d'un tournoi et puis le lendemain, je vois via les stories de personnes que il est sur le terrain avec ses partenaires. Et je trouve qu'en France, c'est vraiment quelqu'un qui... je pense que t'es la personne qui le fait le mieux, toutes ces actions partenaires. Et moi, j'ai la chance de ne pas en avoir énormément à faire. Ils savent que, encore plus depuis que je suis maman, les partenaires qui me suivent savent que je peux pas en faire énormément. Mais par contre, ouais, j'ai des cliniques à faire, j'ai des stages à faire. Parfois, je dois aller aussi chez eux pour faire une espèce d'animation. Enfin, voilà, on a quand même quelques obligations, ouais. Après, c'est cool, ça permet aussi de vous partager des moments avec des gens et aussi peut-être aussi que ce sont des gens qui aiment vous voir et qui vous idolâtrent un peu. Donc... Bah franchement, ouais, moi quand tu vends le partenariat, au final tu vends une expérience humaine avant tout quoi. Ouais. Avant que le mec il fasse du business et qu'il soit rentable sur son partenariat. Enfin tous les partenaires, moi en tout cas qui viennent, je pense que là c'est pareil. D'abord tu viens parce que tu veux vivre une expérience humaine. Tu vas investir de l'argent sur la personne avant du sport et des retombées que tu vas avoir. Est-ce qu'on peut savoir un peu combien ça coûte une saison et combien vous arrivez à dégager? Avant Covid et après Covid déjà. Moi quand j'étais à Madrid, je sais pas, ça me coûtait 20 000 € quoi. C'était pas ouf quoi entre les déplacements, tu vois. Okay. Je vais tout mettre, l'appartement à Madrid, les déplacements en tournoi. Il y avait une grosse différence aussi, c'est que tout se joue en Espagne. Ouais, exactement. Enfin beaucoup. Ouais. Je dirais que 80% des tournois se jouent en plus, Espagne et encore plus. Donc quand on vivait en Espagne, c'était pas une grosse partie de nos dépenses. Tu vois, l'entraînement en Espagne, moi, ça me coûtait 400 € par mois, un peu de physique. C'est ça. L'appartement, avec tes déplacements, tu voyageais quasiment qu'en voiture ou tu avais 1 heure d'avion, mais les billets d'avion ne coûtaient pas trop cher. Donc franchement, je pense que les premières années, autour de 15-25 000, tu pouvais te faire une belle année. Tu te faisais franchement une belle année en Espagne. Aujourd'hui, ça coûte, je pense, 2-3 fois plus cher une saison. Ok, donc on est plus proche des 50-60 000. Moi, aujourd'hui, tu vois, l'année dernière, je crois que j'ai eu 15 000 € de déplacement d'avion. Je compte 15 000 €, enfin, déplacement global, quoi, avion et tout. Ouais. En fait, les déplacements, ça coûte super cher aujourd'hui. C'est ce qui coûte le plus cher, du coup, dans votre pratique, c'est les déplacements? Moi, c'est les déplacements, déplacements, entraînement et hébergement en tournoi. Ouais. 15-20 000 € rien que de ça, alors qu'avant, une année nous coûtait ce prix-là. Ouais. Et là, maintenant, on les met dans les transports, dans les logements. Là, c'est quoi vos déplacements les plus loin que vous avez pu faire ces derniers temps? Toi, t'as fait Philippines, non? Moi, j'ai fait Philippines, j'ai fait Manille, j'ai fait Hong Kong, là, en début de saison, je fais Brésil, Mexique, Philippines, Hong Kong. Il est parti encore plus loin que moi. Et en plus, il y a une différence, c'est que moi, sur le circuit de première padel, le logement, il est pris en charge. Okay. Que sur le circuit FIP, non. Alors que sur le circuit FIP, non, mais totalement. Donc ça fait une différence. Ah ouais. À la fin de l'année, ça fait une différence. Quand tu pars au Qatar et qu'une nuit, c'est 450, ils te le mettent en plus sur la fiche du tournoi, que l'hôtel partenaire, c'est 450 € la nuit. Certes, tu divises en deux, mais au final, ça fait quand même cher la nuit. Clairement. Et heureusement, j'ai ça qui est pris en charge sur ce circuit, ouais. Et en plus, plus tu avances, plus tu dois rester, donc plus ça coûte cher aussi de rester. Après, ça, c'est des bons problèmes. Quand tu gagnes, c'est que c'est facile. C'est ce qu'on dit quand on part loin. Généralement, je prends le vol retour quand je peux. Et puis, si je gagne, je suis très contente de le perdre. Ouais. C'est pas grave. Exactement. J'avais une dernière question. Est-ce que pour vous, c'est plus rentable d'être joueur pro au paddle ou d'être prof de paddle et donc du coup avoir moins de frais de déplacement Prof de paddle? Ouais. Ah là, c'est mieux d'être prof de paddle. Je peux vous dire qu'il y en a quelques-uns qu'on connaît. Je pense que on donnera pas de nom. Ils peuvent avoir une belle maison avec quelques chambres, des belles salles de bain et tout. Non, aujourd'hui, prof de paddle, c'est
comme le sport est en plein essor, on voit le club où on est aujourd'hui, les plein de clubs qui se développent, il y a plein de joueurs, donc les gens sont en plus en demande, le sport est tellement addictif qu'ils demandent de prendre des cours. Ouais. Donc aujourd'hui, non, les profs je pense, gagnent bien leur vie, et c'est mieux financièrement d'être prof de paddle que d'être joueur de paddle pro. Après, nous, c'est notre passion. Enfin, c'est, voilà, Bien sûr, vous vivez aussi d'autres choses. Hein. On vit d'autres Totalement. choses, on a des émotions sur autre chose, c'est des rêves de gosse chacun, je On pense qu'on a. voyage et tout, Voilà. on peut pas se plaindre, mais c'est sûr que les profs surfent sur la vague, quoi. Ouais, et ils ont raison. Ils ont Ah, mais complètement totalement, raison. et heureusement. Bien sûr. C'est ce qui aide à développer notre discipline aussi. Est-ce qu'on parle un peu de l'avenir du paddle ? Moi, j'ai une question très simple. Est-ce que vous pensez qu'un jour, le paddle sera aux Jeux Olympiques ? En tout cas, on espère, je pense. Ouais. Ça Vous serait avez bien. quand même envie de participer aux Jeux Olympiques ? Parce que moi, j'ai l'impression que le tennis, par exemple, c'est pas un sport qui, aux Jeux Olympiques, a forcément envie d'être là. Alors que j'ai l'impression que le paddle saisirait peut-être un peu plus cette opportunité. C'est vrai que tu as des sports au JO qui sont pas trop. Tu vois, le foot, les meilleurs mondiaux ne viennent pas. Ouais. Rugby, c'est que rugby à 7. Alors que la natation, par exemple, tout le monde attend ça, les JO, c'est Totalement. le truc. C'est la compétition, quoi. Le paddle, en tout cas, ça s'y prête. Je pense que l'engouement, un peu les JO, le truc mélange un peu amateur, semi-pro, pro, des tout petits pays qui viennent jouer, vraiment cet amour du sport qu'a les JO et ce développement, je pense que le sport s'y prête. Maintenant, il y a d'autres enjeux aussi. Il manque des pays, je crois, pour qu'ils jouent. Il manque des licenciés, il manque beaucoup de choses. Donc, on sait que Los Angeles est mort. Après, Brisbane, on ne sait pas, on n'a pas d'infos, ça va être compliqué. Donc, en tout cas, moi, j'espère, ça serait cool. T'aurais envie de jouer aux Jeux Olympiques Je pense que tout sportif rêve de jouer aux JO. Après, le fait que ça, pour le coup, ça soit jamais été, je l'ai jamais vu le paddle aux JO. Je suis pas devant ma télé en disant j'ai envie d'y être. Je pense que d'être au JO, ça doit être énorme, et quand je vois les sportifs, ils kiffent, et donc oui, j'ai envie d'y être sur le côté sportif, mais mon sport n'a jamais été, donc j'ai pas ce truc en mode fait chier, j'y suis pas, quoi. Ouais. Donc si j'ai l'opportunité, oui. Ah, mais moi, c'est la seule chose qui me ferait tenir Ok. jusque-là. Enfin, je voudrais terminer par les JO si jamais ça y rentre. Est-ce que le fait que ça a été récemment à Paris, que vous avez aussi pu sentir un peu cette effervescence, est-ce que ça joue un peu un rôle de cette envie de vivre ça, ou est-ce que vraiment c'est quelque chose que vous vous nourrissiez depuis tout petit ? Moi, ça a un petit peu aidé, mais j'avais déjà ce rêve quand j'ai commencé à jouer au padel de me dire, bah, si un jour ça devient une discipline olympique, je signe. Mais Moi, ce c'est serait vraiment- la cérémonie d'ouverture. Ouais. Et moi, alors il pleuvait, Par drapeau, ouais. c'était ouf, mais même un peu scotché quand même. C'était quand même. On a Ouais. la chance quand même en France d'avoir C'est fait un truc vraiment ouf. Et je me suis dit devant ma télé, je dis là quand même, si t'es quand même là dans les bateaux et tout, T'as envie de vivre ça ? t'as envie de vivre le truc, quoi. Ouais. Du coup, on parle de l'avenir du padel, on a parlé des jeux, on parle depuis tout à l'heure de la popularité croissante de ce sport en France. Je pense que vous voyez ça d'un bon œil. Est-ce que aussi ça donne aussi un peu plus de compétition, un peu plus d'adversité, et est-ce que pour vous ça devient un peu plus compliqué par rapport à cet aspect-là, ou vraiment vous vous dites moi c'est bon, je suis déjà installé, ils arrivent, ils sont derrière, de toute façon ils vont y rester. Non, c'est dur. On voit que ça soit en France, sur les P2000, le P1000 ou circuit FIP ou premier paddle, que avant, par exemple, en parlant de toute honnêteté, on pouvait avoir des premiers tours plutôt faciles, où Ouais. tu savais que tu avais quand même très peu de chances de perdre. Aujourd'hui, tu peux partir sur un FIP bronze. Moi, j'étais en FIP bronze la semaine dernière en Égypte. Le sport n'est pas trop développé là-bas. J'ai gagné mon premier tour 7-5 au 3 7 sur deux petits jeunes espagnols. Donc ça taille vraiment dur, tu vois. Ok. Après, on a joué deux Égyptiens en 8e qui jouaient très bien. On a gagné, mais qui jouaient quand même bien. Donc on sent que en fait, il n'y a plus de tours faciles, tous les matchs sont durs, que le paddle se développe, que les joueurs jouent de mieux en mieux, et surtout les joueurs s'entraînent. Ouais. Il y a vraiment un aspect, je trouve, physique, où les mecs s'entraînent de plus en plus Ouais. et jouent de mieux en mieux. Ça se professionnalise. Ouais. Ah ouais, totalement. Je le sens sur le circuit international. Et même si on parle un peu du circuit français, on en a eu la preuve sur le dernier championnat de France avec Alix, où on gagne 6-4 au 3e contre Jess et Carla, Jessica Gigné et Carla Touli. En fait, jusque-là, on n'avait pas eu énormément de difficultés à s'imposer chaque année. L'année dernière, c'était la première fois qu'on se disait, bon, du premier tour au dernier, on a des matchs. On a vraiment des matchs, et des matchs costauds. En fait, on n'a plus un match facile, quoi. Vous n'avez pas le loisir de vous dire on peut un peu relâcher, ou on peut un peu en garder pour le tour d'après. Non, quelque chose. ouais, Là, vous êtes obligé de c'est vous ça. donner. Il y a 3 ans, Alix, elle était revenue d'un quart de finale de je sais plus où. Elle était arrivée vraiment à l'arrache. Le championnat de France avait commencé plus tard pour nous à cause ou grâce à son quart de finale. On savait qu'au premier tour, ça allait aller. Là, maintenant, c'est plus possible. Ok. Même au niveau national, quoi. On parle de la médiatisation un peu du paddle. Est-ce que vous pensez que ce sport est assez médiatisé ? Est-ce que vous pensez qu'il doit encore se développer pour pouvoir vous permettre de mieux en vivre ? Même par rapport au tennis, hein, on voit que vous commencez à manger un peu des parts de ce sport.
Comment vous voyez la médiatisation de ce sport? Bah, regarde, on est là aujourd'hui, on discute de sport, donc on voit que ça se développe. Ça, c'est des choses il y a 4-5 ans qu'on faisait peu. Moi, je vois un changement depuis 2 ans où je suis beaucoup plus appelé pour des interviews, pour même faire des team building pour des entreprises ou pour faire des choses en fait pour des médias. Beaucoup plus appelé. Ouais. Maintenant, Canal+ a repris les droits aussi pour le premier paddle, donc c'est quand même génial. Maintenant, on a envie de plus et on a envie que Canal+ montre peut-être tous les matchs, Ouais. Carrément. que nous on ait beaucoup plus d'interviews, qu'il y ait l'équipe qui le fasse aussi, qu'il y ait des médias régionaux aussi qui viennent nous voir. Enfin, voilà, on a envie de plus bien évidemment, mais on sent quand même, enfin, moi perso je vois un engouement quand même qui est différent depuis quelques mois, quelques années. Ouais, Vraiment. depuis que c'est en plus télévisé là sur Canal+, les gens m'en parlent depuis quelques mois évidemment, mais quand ça a commencé, les gens venaient me voir en me disant dis donc, j'ai vu des tournois de padel et tout, ça y est, ça passe, c'est trop bien. Et en plus, c'est hyper spectaculaire, quoi. Bien Franchement, sûr. même pour des personnes qui ne connaissent pas, de voir surtout les garçons évidemment sortir du terrain pour amener des smatchs et tout, ça donne envie aux gens, quoi, un peu. Mais moi qui suis un peu novice là-dedans, je dois vous avouer que des fois je passe des heures à regarder des highlights et à me dire waouh, franchement ce point il est énorme. Tu Et feras puis- attention, tu tombes dans l'addiction là. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous inquiétez pas, j'ai quelques personnes qui sont là pour me le rappeler et mon compte en banque aussi me le rappelle. Est-ce que vous aurez un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer dans le paddle aujourd'hui? Si je parle de ce que j'ai vécu, franchement de bien s'entourer et de faire ce que tu ressens et ce que tu as besoin, quoi. Si tu dois Ok. partir en Espagne, tu vas. Si tu dois pas partir en Espagne, tu vas pas. Mais le fait de bien s'entourer, moi j'ai eu des amis qui m'ont de suite pas pris en charge, mais tu rencontres des gens dans ta vie et soit tu saisis l'opportunité et ça se passe bien avec eux et c'est cool, soit tu saisis pas, mais tu vas rester dans ton petit cocon et trucs. Donc faire ce que tu as envie, je pense, c'est être bien entouré. Moi, c'est deux conseils que je dirais. Être entouré, c'est le plus important. Quand tu as un projet aussi dur que de devenir professionnel, si tel est le cas, c'est vraiment d'être entouré. Et chaque personne est différente, mais la base, c'est d'être entouré de bonnes personnes. Et après, bah, comme dit Bast, si tu as envie d'aller en Espagne, tu vas en Espagne. Si tu as envie de rester ici, bah, tu vas faire quelques semaines par-ci par-là en Espagne quand même pour apprendre un petit peu la culture. Et puis même pour te faire connaître un petit peu, Ouais. si jamais tu veux jouer sur le circuit international, c'est bien aussi de se montrer un petit peu en Espagne. On n'a pas trop parlé de matériel, mais moi je vois quelque chose, un truc assez souvent, surtout chez les amateurs. Normalement, quand un joueur il rate un truc, il regarde souvent sa raquette, tu vois. Léa, c'est la spécialiste de ça. Léa, c'est la spécialiste. Non, je rigole. Et on voit très clairement que le premier réflexe, c'est regarder sa raquette. Est-ce que, alors je vais pas poser la question spécifiquement à ça, mais à quel point pour vous c'est important le matériel, d'avoir un bon équipement avec lequel on se sent à l'aise, etc. À quel point c'est vraiment important? Est-ce que vous sentez la différence? Parce que moi je dois avouer qu'à mon niveau, je sens pas trop les choses, quoi. Moi, en toute honnêteté, j'ai eu un sponsor d'abord avec Ed. Mhm. Et ensuite, je suis passée avec Nox. Je suis transparente. J'ai dû essayer 8 raquettes à Bordeaux. Je me souviens avec Rolleré de Benito. J'ai pas su laquelle choisir. J'ai choisi la plus jolie. Ok. C'est terrible de dire ça. C'est horrible. Cette joueuse est 50e, au top 50 mondial. Quand même. Rolleré, il m'a dit, mais pourquoi tu l'as choisie? Je lui ai dit, mais regarde. Enfin, tu les mets les 8 à côté et c'est la plus belle. Il m'a dit, Ok. non, mais alors non, pas du tout. C'est pas comme ça que ça va se passer. Là, maintenant, blague à part, à l'heure actuelle, évidemment que maintenant, je sens la différence entre chaque raquette. Et bien évidemment que c'est important. Je vais plus loin, j'ai déjà eu des problèmes de tendinite. Mhm. Rien que pour ça, déjà, c'est important. Ouais. Donc on parle des raquettes, on parle des chaussures. Pour vous, le plus important, c'est la raquette. Moi, c'est raquettes, chaussures. Ok. Ouais. Le plus important. Les fringues, chaque marque en fait fait sa gamme et tu joues avec, c'est ok. Sur le paddle, on est encore vraiment sur les contrats full look, tu vois. Ouais. Pas comme Ouais. ce qui se fait au tennis ou dans d'autres sports où tu peux avoir les chaussures sur un équipementier marques. et souvent les marques c'est Nike ou Adidas qui remportent un peu les trucs. Nous, c'est vraiment des contrats full look. Ça commence un peu chez les femmes. Moi, avec Bull Paddle, mon équipementier, ils ont fait une raquette pour moi, donc j'ai pu choisir mon carbone, j'ai pu choisir ma mousse Ouais. et tout. Quand j'étais en négociation avec eux il y a quelques années, c'est ce qui a fait un peu pencher la balance aussi parce que ils m'ont dit nous on peut te faire ta raquette et tout. Donc, c'est quand même vraiment une chance aujourd'hui au niveau où je suis, au classement où je suis, de pouvoir choisir un peu sa raquette. Et les chaussures, pour moi les chaussures aussi c'est ultra important parce qu'on se déplace et pour éviter les blessures ou quoi, c'est quand même assez rigoureux sur les choix. Ouais, moi les chaussures aussi, chez Nox en tout cas, j'ai jamais eu de problème et je me suis toujours Mm. hyper bien sentie dans les chaussures Nox. Et c'est ce qui a fait aussi pencher la balance pour eux parce que c'était des super bonnes. Je me sentais comme dans des chaussons quoi. Ok. Donc franchement, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Parce que je sais qu'il y en a certains qui ont des obligations, on va pas trop traîner. Est-ce que vous avez quelque chose qu'on n'a pas évoqué sur lequel vous voulez qu'on... Bon, franchement on a parlé un peu de tout, hein. Ouais, Le je paddle, Asia, ouais. t'as quelque chose à rajouter? Une question?
savoir comment on défend les... Les doubles vitres. Après, on n'a les pas le parlé, vitre. ouais, on n'a pas parlé d'une technique, d'où nous vient le sport, mais après, on a parlé un peu de tout, quoi. Peut-être qu'on fera un épisode 2 dans quelques temps Ouais, c'est et sûr. on parlera de ça. Avec grand Donc plaisir. du coup, on va conclure là-dessus. Déjà, merci d'avoir accepté l'invitation et d'avoir accepté de parler de ça. Ben, crois merci à que- toi. Je crois que c'est Merci super. pour l'invitation, c'était cool. Franchement, moi, ça me fait plaisir d'avoir les... Franchement, vous faites partie des meilleurs nationaux. C'est super intéressant de découvrir ce sport et aussi à travers les meilleurs. Vous vivez vraiment des choses extraordinaires au quotidien. Et pour vous suivre depuis un certain temps, je vois à quel point ça peut être cool et aussi frustrant parfois. Donc moi, ça m'intéresse de vous mettre en lumière et ça m'intéresse aussi de discuter avec vous. Donc merci pour ça. J'espère Très gentil. que ça a intéressé notre auditoire et on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Sport Talk. Merci à Bastien et Léa d'avoir accepté mon invitation. Cet épisode de Sport Talk a été produit par Teia Vision. Merci à Padel Garona pour l'accueil. Si vous avez aimé cet épisode, laissez un commentaire, partagez-le, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines sorties. Merci beaucoup et on se dit à bientôt.